Quand les nouvelles s'affolent, Métropole fait le point. Le point tous les matins, simultanément sur Radio et Télémétropole. Le point est une courtoisie de la BNC, Unipièce et Lisa Lotto. Madame, Monsieur, bonjour. Bienvenue à la rubrique Le Point de Radio et Télémétropole. Merci de votre fidélité. Merci surtout de l'intérêt. Notre invité ou nos invités de ce matin, le docteur Abdias Dol. Il est psychologue et il fait une maîtrise en administration publique. Et avec lui, ce matin, nous allons adresser la problématique des gangs des rues, sa compréhension, tout ça. Et dans un second temps, nous accueillerons deux autres invités, deux jeunes du groupe Golden Team, Wagens Jean-Louis et Farah Jean-Baptiste. Farah Jean-Baptiste qui est une jeune femme d'une vingtaine d'années qui va représenter Haïti à Eloquenza International qui se déroulera en France. Donc, on aura donc à les accueillir à la rubrique Le Point de Métropole dans un second temps. Accueillons notre premier invité, monsieur Abdias, en fait, docteur Abdias Dol, comme j'ai dit, qui est psychologue. Bonjour docteur, bienvenue sur Métropole, content de vous avoir, tout en rappelant que vous intervenez du Canada. Bonjour monsieur Wendell Théodore et bonjour à toutes et à tous. Je suis très content d'être là avec vous ce matin justement pour parler de la problématique des gangs de rue en Haïti parce qu'on sait que la situation n'est pas bonne présentement en Haïti. Donc c'est ça. Oui, alors docteur, vous êtes psychologue, donc avec vous, on pourrait voir tous les différents aspects de ce phénomène. Évidemment, on doit se mettre d'accord sur un fait. Les gangs, ce n'est pas seulement en Haïti, les gangs, ce n'est pas aujourd'hui non plus. Au point où, quand on était plus jeune, on savait parler d'une structure de l'armée qui s'appelait anti-gang. C'était déjà en Haïti. Est-ce que vous pouvez, à la lumière de vos études, de vos expériences, connaissances, tout ça, nous présenter les caractéristiques, selon vous, des gangs en Haïti, évidemment, les spécificités de ce que nous considérons comme étant des gangs chez nous? OK, merci. Et normalement, je vais justement répéter comme la définition de Robert Gourdouste, un professeur de l'université Simon Fraser en Colombie-Britannique au Canada, donc qui a fait beaucoup de recherches concernant les gangs des rues. Parce que, comme vous venez de dire que les gangs des rues n'existent pas seulement en Haïti, ils sont un peu partout dans le monde. Puis les gangs des rues, c'est défini comme un groupe de jeunes ou encore de jeunes adultes semi-structurés, ok, donc qui s'engagent, encore qui se livrent à la violence ou encore à des actes criminels ou encore à des violences contre des gangs rivaux. Mais il va un petit peu plus loin pour expliquer qu'il y a une différence entre non seulement les gangs de rue, mais aussi les groupes d'allégeance, également l'organisation criminelle. Donc, les groupes d'allégeance, ce sont des groupes de jeunes non structurés, mais qui suivent directement dans les activités sociales spontanées, puis lors des activités sociales, ils se livrent également des actes criminels, mais c'est non planifié, puis c'est pas lucratif. Mais par contre, les gangs des rues, c'est vraiment des jeunes ou encore des jeunes adultes qui se livrent dans la violence, mais à des fins lucratives. C'est exactement ça la différence. Puis, vous êtes en train de nous dire qu'il y a deux catégories. Il y a les gangs des rues qui sont donc constitués d'adultes. Mais... De jeunes et des jeunes d'adultes, okay, c'est moins structuré. C'est moins structuré. Mais, exactement, mais qui se livrent à des activités criminelles, planifiées et lucratives. Et parfois, ces gangs-là, ils ont des comportements violents entre les gangs rivaux de la même zone. Mais par contre, les groupes d'allégeance, c'est surtout des groupes de jeunes, mais c'est non structuré, qui ont des activités sociales spontanées et qui se livrent à des actes criminels non planifiés. C'est des actes criminels impulsifs. Puis, de l'autre côté, il y a encore organisation criminelle. Organisation criminelle, ce sont des gangs qui ont une structure vraiment formelle et avec un haut degré de complicité. Mais là, je vais vous dire qu'en Haïti,
il n'existe plus des gangs de rue, c'est surtout des organisations criminelles. Puis, la structure des organisations criminelles, ou encore la caractéristique des organisations criminelles, ils se forment directement avec les gangs de rue, puis également les groupes d'allégeance, également les aspirants. Les aspirants, ce sont des jeunes qui ont une proximité avec les gangs de rue ou encore les groupes d'allégeance, ou encore des jeunes qui vivent dans des quartiers où il y a un taux de criminalité élevé. Mais les deux commettent des crimes. La violence est partout. Comme les groupes d'allégeance, ils commettent des crimes, mais c'est des crimes non planifiés et puis ce n'est pas à des fins lucratives. OK. Autrement dit, ce n'est pas pour l'argent seulement, catégorie ça, fait violence. Exactement. Comme groupe d'allégeance, je peux prendre comme exemple, par exemple, c'est au cas des jeunes, les lycéens, et puis pendant dans la rue, ils font activité comme ça, et puis ils ont un groupe, l'autre jeune lycée, et puis ils rentrent dans le groupe, et puis ils causent des actes criminels, mais ce n'est pas dans l'idée pour causer l'argent, pour faire l'argent. Mais par contre, gang de rue en lui-même, les organisés, c'est des crimes organisés qui planifiés dans le but d'avoir de l'argent, c'est ça. Puis, organisation criminelle elle-même, c'est des groupes vraiment bien structurés, avec un niveau vraiment de complexité. C'est là, moi je dis qu'en Haïti, il n'existe plus des gangs de rue, c'est beaucoup plus des groupes, c'est des organisations criminelles qui y a en ce moment en Haïti. Parce que c'est des groupes qui ont vraiment une complexité énorme et puis c'est bien structuré comme vous pouvez le voir en Haïti actuellement. OK. Ma PC bien comprendre parce que il y a des bagages que nous avons enregistrés en Haïti tout. Même avant la prolifération de ces groupes armés que l'on appelle à tort ou à raison des gangs. Quand il y a des groupes de lycéens qui comptent effectivement à boumer de manière spontanée, à l'attaquer l'école, l'autre l'école là. Mais parfois, quand il y a une question de ménage qui qu'on a dans le tout. Donc, organiser pour aller boumer avec l'autre là parce que ils apprennent que il y a un nègre qui a sorti avec tel ou tel élève. Ça qu'on arrive. Maintenant, le cas ça a produit dans le contexte que nous aujourd'hui, est-ce que l'école de concert avec parents pas doué intervenir rapidement pour éviter que Timoun Sao soit transformé en l'autre style de gang organisé et même formel, si on peut dire comme ça. Ben exactement ça, c'est la première étape vers les gangs de rue. C'est exactement comme vous l'avez dit, c'est la première étape vers les gangs de rue. Maintenant, il y a des approches, justement, il y a deux approches. Il y a une approche préventive que les parents et comme les professeurs, donc, ils ont appliqué aussitôt pour empêcher que gang recrutent les jeunes sao. Mais approche là qui s'allie, nous avons par exemple, c'est fait des interventions auprès de la famille. Parce que il y a plusieurs comportements, il y a plusieurs, par exemple, et de nos jours, il y a beaucoup de difficultés dans la famille, que ce soit divorce, que ce soit les familles et violences dans les couples. Donc, les petits gens vivent ce genre de situation, ben, ces gens ils ont des détresse psychologique, ils ont des vides que la cherché combler. OK? Mais maintenant, il y a aussi ça que les rejets. Donc, les petits gens ont un sentiment de rejet, ben, ils cherché des groupes d'appartenance. C'est pourquoi dans le pays plus ou moins comme côté qui a plus d'immigrants, les immigrants viennent, ça passe, ils ont tendance à collaborer avec des immigrants pareils parce qu'ils sont victimes de ça que l'intimidation. C'est comme par exemple, les petits gens de l'école dans le lycée. Et puis, les quittés dans le lycée avant, à intimider nouveaux arrivants. Mais ça, nouveaux arrivants, fait, ils mettent tête ensemble pour combattre les anciens. Donc, c'est justement l'intimidation et puis le sentiment de rejet, justement, qu'il faut combattre, qu'il soit à l'école, dans la famille, tout ça. C'est vraiment une approche préventive. Donc, vraiment, former Timonio, OK? Et apprendre à avoir une forte estime de soi. Et puis, mettre des psychologues et puis des travailleurs sociaux qui travaillent soit avec une famille qui est en difficulté, qui soit en difficulté, qui est divorcée, et parents qui a brûlé dans le mariage. Donc, toutes sortes de ça qui arrive. Et puis, aussi former professeurs autour parce que il y a des propos, par exemple, un professeur dit en Timoun, donc qui a des impacts psychologiques sur Timoun. Justement, moi, bon exemple. Et si par exemple, un professeur il fait expliquer comme en devoir, et puis il a demandé aux élèves est-ce que vous avez compris? Puis tous les élèves ont dit oui, on a bien compris. Puis il y a un élève qui a dit non, moi, j'ai pas compris. Puis le professeur, inconsciemment, il a dit ben, pourquoi tout le monde a compris, toi, t'as pas compris? C'est comme ça, maintenant, c'est comme si les professeurs, inconsciemment, ils font comparaison
entre tout le monde qui comprend et tout le monde qui ne pas comprendre. Non. Mais si tout le monde ne pas comprendre, ce n'est pas faute qu'il ne fait pas comprendre. Donc, ce n'est pas l'offre, on approche de comparaison, mais tout le monde vient se sentir inférieur à la majorité. Oui. Tout le monde ça va être un comportement de région, un comportement exactement de rejet. Donc, qui va le permettre qu'il y ait un autre comportement, soit qu'il ne va pas continuer sur quoi encore, soit qu'il a cherché des gens qui ne va pas comprendre pareil, ou du moins, prochaine fois, quand le professeur m'a dit est-ce que tout le monde comprend, ben, il va le forcer de dire oui, justement, pour ne pas sentir qu'il est inférieur par rapport. Oui, mais il y a des gens qui ont dit que le professeur qu'on allait plus loin, il a qualifié tout le monde de nul, il dit ah, c'est parce qu'on est nul qu'il ne faut pas comprendre. Et il y a même des gens qui dit qu'en général, ce n'est pas approche ça. Professeur, au contraire, tu as dû demander qui est-ce qui ne peut pas comprendre. Parce que depuis on dit qui est-ce qui comprend, tout le monde a tendance à dire oui, on comprend, nous devons, même si ce n'est pas le cas. Donc l'autre approche serait mieux selon d'autres personnes qui ont l'autre approche privilégiée. Maintenant, est-ce qu'il y a des paroles ou des activités connexes qui voulaient favoriser l'explosion, l'éclatement bon, pas l'éclatement, mais plutôt la prolifération, je dirais, des gangs dans le pays. Parce que quand même, Haïti, je dis, les différents de Haïti que nous connaissons il y a 15 ans, il y a 20 ans, or, tu as toujours un petit problème, ça. Tu as toujours un problème l'école, j'en suis dit là, tu as toujours un petit affrontement entre des jeunes de différents établissements scolaires. Mais je dis, on va pour l'autre dimension. Ces âmes qui viennent entrer en question, alors que tu connais des élèves qui te connaissent quand même marcher avec des âmes dans valisio depuis longtemps, mais dans ça nous vivons aujourd'hui là, nous ne pouvons jamais vivre ça en Haïti. Et normalement, ganglan il marche avec évolution du temps également. Par exemple, longtemps pas de kidnapping. Puis en dehors, tu toujours gain, c'est pas gang qui te gagne, mais tu gagne toujours gain monde qui parle voler dans le jardin monde avec manchette, OK, qui va mettre jardin en prison, des fois mettre jardin obligé de courir, puis avec l'histoire pour au prince en 2004, tu toujours gain gang, mais avec l'évolution du temps, gang là il vient toujours à chercher avec tout le temps à évoluer, mais gang là a évolué, la plus structuré également. Donc après pas de qu'on gain kidnapping avant, mais il vient gain kidnapping, il devient trafic d'organes. Donc gang là lui-même est toujours à la recherche de profit, c'est comme des commerçants capitalistes, donc qui toujours à la recherche de profit. Et aussi, s'ils joignent de liberté, là, pas encore aller beaucoup plus loin. Mais maintenant, pour qui ça, jeunes yo, en plus, dirigés vers les gangs de rue. Comment c'est, jeunes qui ont besoin de se faire sentir puissants, qui ont besoin d'appartenance et un besoin de reconnaissance. Par exemple, les petits gens qui subissent ça, les rejets ou bien ils l'ont vu avec des tests psychologiques, mais la chercher un sentiment d'appartenance, la chercher un groupe. Moi, bon exemple rapidement. Prenons exemple un petit monde qui sorti et Jérémy. Parents le voyaient venir étudier Port-au-Prince. Mais les parents voyaient venir étudier Port-au-Prince, c'est les seuls qui viennent. Donc, ils perdent tous les réseaux sociaux qu'ils ont gagnés, comme Zamil ont gagné, Jérémy, et famille ont gagné, frère qu'ils ont gagné, soeur qu'ils ont gagné. Donc, ils viennent vivre avec ma tante qu'ils ne connaissent pas, qui n'a pas la même habitude. Ma tante n'a pas connaît comment pour le traiter. Mais les gens, ça a fait, ils chercher quelques groupes qui ont senti bien là-dedans. Maintenant, et parfois, ma tante là qu'on mettait tout le monde en dehors, tout bien à traiter le mal, mais tout le monde ça le trouve dans la rue. Mais les gens trouver dans la rue pour aller chercher des appartenances. Mais dans chercher des appartenances aussi, ben dans la rue, pour prouver qu'il est puissant. Ben à la recherche de puissance, à la recherche de pouvoir, faire ouais, ok, se sentir puissant, c'est ça. Donc là, il va commencer et dans le gourmet avec l'autre jeune pareil, pour le sentir que c'est lui qui contrôle les zones là, et puis de ça, puis gang même pour le recruter lui. Par contre, c'est exactement ça qui passe. Donc, c'est vraiment un sentiment d'appartenance qui est jeune à chercher. Puis, en plus, pas oublier que les Haïtiens ont oublié que la période d'adolescence, c'est une période de crise. C'est une période d'identité que jeunes ont cherché confirmer qui ça est vraiment. OK? Mais c'est non chercher confirmer aux besoins de collaboration, aux besoins de monde pour qui accompagne dans la période ça. Okay? Parce que si on a vivre des bagailles que la chercher connaît bon, est-ce qu'une fille, est-ce qu'un garçon, et puis la chercher et rejeter des valeurs que parents, l'église t'es inculpé justement pour la chercher identité. Mais c'est à la recherche de l'identité. Si pas des gens qui collaborent avec, des gens qui orientent surtout dans les familles monoparentales ou encore parents qui vivent avec des difficultés, donc qui ne pas porter attention à tout le monde, mais à ce moment, tout le monde va le regrouper avec des groupes qui vivent même bagarre avec justement pour partager les mêmes sentiments.
Oui, vivre même là, donc c'est là par aller un petit peu graduellement, puis jusqu'à ce que vous arrivez et vraiment dans la gang là. Maintenant, qui mesures préventives et interventionnistes à mettre en place pour éliminer les organisations criminelles? Ben là, comme il y a vraiment deux approches. C'est approche, comme vous l'avez dit, c'est approche préventive que normalement, je dis que nous devons prioriser. Approche préventive, là, qui ça la bien là-dedans? Bon, je pense qu'il y a deux gros ministères qui ont collaboré pour nous faire une approche préventive. C'est le ministère des Affaires sociales et puis le ministère de la Santé publique. Approche préventive, là, premièrement, c'est aller soutenir parents et familles qui en ont besoin vraiment. Donc, les familles à faible revenu, que ce soit anti-allocation familiale, pour soutenir à besoin famille, parce que non seulement mon yo gen faible revenu, mais yo gen en pile ti moun. Et puis, deuxièmement, c'est engager des psychologues dans le quartier populaire, engager des travailleurs sociaux pour aller rejoindre mon yo, connaître ce qui passe dans la famille, parce que la famille vivent avec pile de difficultés. Donc, essayer de joindre des psychologues justement qui ont fait des thérapies familiales avec eux, qui ont aidé à comprendre vraiment comment ils accompagner un petit monde, puis comment accompagner le couple. Puis, deuxième bagage dans l'approche intervention, c'est des formations périnataux et prénataux. Vraiment, c'est vraiment des formations que nous pourrons faire pour les gens qui parlent les parents. Par exemple, les enfants enceintes, ben, l'hôpital là, il faut qu'il y ait des groupes de jeunes ou de travailleurs sociaux qui parlent avec mon sao, qui disent comment pour éduquer les gens, comment pour réagir avec les gens. Parce que même les parents, parfois, la façon de faire intervention avec les gens, mais ce n'est pas la bonne manière. Au lieu que pour faire une bonne intervention avec les gens, ou détruire l'estime de soi avec les gens. Puis apprendre vraiment parents à valoriser et Timounio à valoriser à qui nous fait les Timounio font bagaille qui bien apprendre à valoriser puis vraiment une approche vraiment éducative et puis troisième chose c'est vraiment c'est créer des emplois pour les jeunes. Par exemple là il y a pas quelques jeunes qui sont composés dans 9e année dans philo mais jeunes ça l'État a créé des emplois pour eux. Mais les petits gens ont besoin de tennis, ils ne peuvent pas demander aux parents, l'école peut l'ouvrir le acheter un tennis. Il y a plusieurs maquettes en Haïti qui embauchent chez les gens, que ce soit jeunes, que ce soit pour ranger marchandises dans le rayon, que ce soit pour orienter les gens qui viennent acheter. Puis l'État aussi, maire, qui a créé des emplois pour jeunes, justement, non seulement pour qu'ils aient en activité de travail, pour apprendre, pour mettre une culture de travail là, et puis les petits gens lever au moment 20 heures par semaine. Les petits gens ont une activité chaque matin lever là, faire rencontrer leurs collègues, partager. Puis les petits gens ça développé non seulement en estime de soi là, ils connaissent que l'important dans la société, ils impliqué dans la société et puis en retour que gagne l'argent que le cas en fait répondre à petits besoins nécessaires que parents et cap soulager parents et de l'autre côté. Aussi pour cette troisième approche là, c'est une approche et santé mentale. Docteur, vous ne nous entendez plus? Bon, apparemment, il y a un petit problème. C'est le docteur Abdias Dol, qui est psychologue, qui est notre invité ce matin. Oui, c'est mon ami même qui a fait collègue par aller à l'école encore. Parce que je vais expliquer une histoire rapidement. Et je continue que je me connais qui pas jamais aller à l'école, chaque matin lever il dit il a fait mal pour pas aller à l'école. Mais en réalité c'est pas vraiment mal que le gagne. Les parents dépensent tout comme l'hôpital, chercher solution, faire examen pas jamais rien. Mais finalement ça passé, l'a subi intimidation à l'école. Si mon a bail mauvais non. Même pas qu'à dire parents ça parce que parents pas vraiment culture pour parler avec tout le monde comment ça t'est ça tout le monde t'aimer ou ça comment parents pas ça c'est des parents vraiment abusifs. Maintenant tout le monde pour éviter d'aller à l'école chaque matin il y a un motif que les gagnants vont faire mal, il pas aller à l'école qu'il raté juste pour aller à l'école il pas passer il refait classe là justement pour ça juste parce que la suite des intimidations à l'école il pas personne qui réalise ça. Maintenant oui. ça c'est en guise de prévention. Maintenant oui, comment on capable accompagner moun qui victime d'organisations criminelles yo n'a pas l'eau de moun yo kidnappé moun qui déplacé autour moun yo pas considéré pas tenir compte de impact ça capable gain sur yon moun qui grandit dans quartier et puis il était gang chasser moun ça yo. Est-ce que ou des études vous faire pour moun ta capable connaître comment vous capable accompagner moun ça yo? Je suppose qu'il y a quelqu'un là dedans malgré tout le problème qui doit attendre nous là. Comment vous capable accompagner moun ça yo?
Normalement, et ça pour tout le monde connaît, kidnapping ou bien déplacé ou bien violé, c'est des chocs traumatiques, ok? Il y a ça, comme on dit, c'est des chocs post-traumatiques. Donc, qui laisse des séquelles psychologiques là, que ce soit moun nan, et la revivre à chaque fois, la fait des rêves répétitifs, ou bien moun nan qui ont un comportement d'évitement, et ou bien encore moun nan éviter, et moun nan qui ont des troubles de dissociatif, pour que la éviter, ok, penser à salta vivre. Donc, moun sa ou pas vivre bien. Moun sa ou non seulement, yo économiquement, yo décapitalisé, mais psychologiquement, yo détruit également. Donc, je pense que le premier bagage, c'est une approche multidisciplinaire que l'État, le ministère de la Santé publique et puis le ministère de l'Affaires sociales de prendre, justement, c'est tout d'abord créer une zone de sécurité pour pour héberger, et puis prendre des psychologues et pour travailler avec les gens. Non seulement pour permettre de reprendre conscience, et puis pour guérir tout le que vous gagnez. C'est là parce que les gens, ils déplacent, ils ne quitter les gens dans la rue encore. Parce que je ne dis pas, nous parlons après 2-3 ans, nous rencontrons pas quelques gens qui ont des problèmes de santé mentale dans Port-au-Prince. Juste parce que nous n'avons pas de accompagnement. Et puis, parfois, et en Haïti, nous minimiser les problèmes psychologiques. Et parfois, nous avons tendance à revictimiser les gens encore. Comme dire revictimiser, c'est à cause de nous rendre les gens coupables. Parce que tu t'appelles, c'est parce qu'il pas de aller dans la zone ça, ou bien c'est parce qu'il était deux qui zone là, il pas quitter le qui fait qu'il donc nous toujours tendance à culpabiliser les gens, juger les gens ou les nous accompagner les gens. Donc moi c'est premièrement c'est créer une zone de sécurité, d'hébergement pour les gens, puis prendre des psychologues puis pour travailler ensemble avec eux, puis faire des médecins ouais mon tout parce que les gens violés tout ça donc qui besoin vraiment et des médecins et des psychologues. Donc là on dit nous faut que c'est des interventions qui faites au cas par cas. Monde qui ont violé, il y a telle catégorie de monde qui est capable choisir pour accompagner les gens. Les gens qui sont kidnappés, les gens qui sont déplacés. Bon, déplacés, on parle les responsabiliser aux gens qui vivent dans le quartier, les bandits mettent le dehors. Et troisièmement, c'est les gens qui ont violé, peut-être. Ou capable d'éviter culpabiliser mon sao. Est-ce que ce n'est pas au cas par cas, docteur, pour envisager d'accompagner mon sao? Donc, exactement, parce que chaque monde a un parcours de vie différent. Et puis, choquant, kidnapping, non, qui déplacent, dépendamment de l'histoire ville, ben, il n'y a pas le même effet avec un autre monde, plus ou moins, qui est habitué à déplacer, mais qui vivre dans l'environnement déjà. Donc, choc parfois différent d'une personne à l'autre. Mais normalement, pour les gens qui violent, qui kidnappent, c'est ceux qui font ça des médecins. Parce qu'il y a des cas de grossesse non désirés en cas de viol, puis il y a des cas de transmission des maladies sexuellement transmissibles. Et puis aussi, il y a d'autres bagages qui arrivent, donc on pense qu'il y a une approche médicale qui est faite dans un premier temps, puis une approche psychologique pour permettre aux gens de reprendre confiance dans eux, pour aider eux, surpasser le trauma qui vivent là. Et puis, je pense que l'approche générale, c'est vraiment une approche psychologique parce que tout le monde qui est déplacé, tout le monde qui est kidnappé, ça laisse des séquelles pour eux. Pas quand ils côtoyer les gens qui kidnappé ou les gens qui violé ou les gens qui déplacé, ben c'est des séquelles qu'il y a prévu là chaque temps. OK, il a fait des rêves, il a fait des cauchemars et puis on petit bruit passé devant eux, ils sont étonnés, ils sont hyper actifs ou bien ils ont taux de sensibilité augmenté pour n'importe petit bagage, ils viennent impulsifs et puis ils viennent irritable, donc ils sont fâchés pour rien, et puis c'est des gens qui arrivent avec une détresse vraiment psychologique qui ont besoin vraiment d'un accompagnement et soutenu de la part des psychologues, des travailleurs sociaux également. Est-ce qu'on peut dire, docteur, les gens qui sont victimes de cas, c'est éviter d'aborder le sujet en présence ou bien avec eux? Non, et là c'est vraiment, c'est pas nous-mêmes qui parlent de ça, c'est vraiment des psychologues, ok? Mais normalement, pensez que, normalement, ça de fait, c'est mettre mon sao, faire des groupes d'entraide que pour mon sao expliquer vaincu. Parce que, à lui qui a expliqué vaincu, ben, normalement, il y a soulagé. C'est même genre le problème où je mon capitando, ou mon qui pas juger, pour exprimer librement, sans jugement, puis ou à l'aise, ça permettre de libérer des vécus. Donc, moi, c'est que c'est ça, je pense que le psychologue travaille sur très bon dans ça. C'est vraiment créer des groupes d'entraide qui côté mon exprimer et puis faire des thérapies, la thérapie ou encore et des thérapies cognitivo-comportementales ou d'autres thérapies qui existent dans la psychologie justement pour accompagner mon ça. Mais normalement, docteur, oui. S'il vous plaît, essayez de replacer l'appareil OA, mettez-le sous mode horizontal pour nous parce que
On parle avec nous, presque par tête en bas. Et donc, il faut que tu arranges pour nous avant de continuer. Et alors, en attendant qu'on refixe l'appareil là, ou ranger le normal, tu me dis que je suis capable de partager une expérience que je fais avec un monde qui vient de côté là dans la station, mais il y a l'autre monde qui t'accompagne. Et puis, nous pas de connaître que c'est son monde qui était victime de kidnapping. Et puis, c'est ainsi que nous ouvrons parenthèse pour nous parler de ça. Et puis, il dit nous, s'il vous plaît, est-ce que nous ne pouvons pas répondre à l'autre sujet? Donc, c'est comme si Mdadou, son dossier, que il n'est pas capable de parler de lui, il n'est pas capable de parler, parce qu'il était victime de ça, il n'est pas capable de parler de ça. C'est une raison, ça, qui fait que je me pose la question, moi, dire, est-ce que un monde qui était victime de kidnapping, de viol, ou encore un monde qui est déplacé aujourd'hui, puis qui revient dans nos demeures, pour y être plus ou moins safe, pour y vivre, est-ce que c'est des gens avec qui vous devez éviter aborder le sujet ça que le victime? Est-ce que le pas qu'attendre parler de ça du tout? Ou bien c'est seulement quitter que ces psychologues, j'en suis dit là, pour qu'ils prennent le sujet ça avec lui? Parce que, ou dès qu'on prend le sujet là, mais ça ne veut pas dire que c'est avec mon nom on va parler. Il n'est seulement pas qu'attendre le sujet là. Parce que exactement, sujet ça, les gens n'ont pas un cadre de thérapie, ben, ils rappellent des mauvais souvenirs. Exactement, c'est ça. Donc, on va immédiatement parler des sujets, ben, les gens n'ont tombé crier, les gens ont des réactions anormales parce qu'il y a pas revivre et situation encore. C'est pourquoi, si les gens n'ont pas un cadre de thérapie, c'est bien d'éviter de parler de ces sujets parce que là, ça a ramené des souvenirs qu'ils ne peuvent pas vivre encore. Docteur Abdias Dol m'a rappelé aussi psychologue ou fait une maîtrise en administration publique. Et avec aujourd'hui, nous avons analysé la problématique des gangs des rues, côté le sorti, qui approche au monde de privilégiés, comment on doit faire prévention pour les jeunes nous pas tomber, pas sombrer dans la criminalité et en même temps qui sont capables d'accompagner les gens qui sont victimes de ça. Mais maintenant, il y a un peu de monde qui croit que l'éradication du phénomène passe aussi par la violence. Donc, c'est comme si Mdadou fait, couper, fait. Il y a des gens qui croient que pas de moyen pour résoudre le problème gang sans que ce n'est pas armes qu'on déploie pour le désarmer, arrêter et tuer bandits. Soit qu'a dit non même sur ça. Mais et moi sincèrement, je dis non parce que là il faut vraiment qu'il y ait une approche interventionniste qui fait ensemble avec beaucoup de maîtrise parce que là pas oublier dans côté gang yo à vivre là, il y a des civils qui vivent là. Même pas parler dans logique pour me dire que tout le monde qui vivre dans ghetto c'est bandit. Je pas parler dans logique ça pour qui ça? Parce que nous connaissons que les gens ou fait nos zones ou grandit dans zones et puis parfois pas de gros moyens mais difficile pour quitter qui côté pas arrêter. Et parfois aussi faut tenir compte que bandit fait des pressions sur population qui vivent dans zone pour pas déplacer. Donc il y a deux contextes pour nous analyser pour nous dire que ben il y a des civils qui vivent dans zone probablement qui pas des bandits. Docteur, est-ce que vous êtes d'accord en question? Oui. Il y a des gens qui étaient victimes de kidnapping. Les gens ont rapporté que leurs riverains, les gens dans le quartier, ouais que ils ont rentré avec des gens qui ont kidnappé, ils battent bravo. Ils battent bravo. Ils réjouissent parce que chef gang yo pral demander l'argent et l'argent ça va le redistribuer en partie dans le quartier. C'est comme si m'dadou yo considéré moun qui t'a kidnappé moun yo comme des chasseurs et maintenant qui a rentré avec victime yo, c'est comme si là c'est gibier que au poté et que connaît que va le séparer et puis tout le monde tombe battre bravo pendant qu'il a rentré avec moun yo. Quelle considération, comment comprendre cette réaction? Ben, et normalement, les gens des zones qui sont dirigées par des gangs armés, ben, moun yo pas sous volonté yo.
ça me dit là, il dit, il y a des gens qui ont envie de sortir, mais qui n'ont pas sortir. Ben, si condition passe, tout le monde qui vient, tout le monde qui rentre, faut qu'on batte bravo. Ben, on y a battre bravo. C'est même les gens qui ont les manifestations, si gang yo dit, les gens qui ont quartier populaire, ils peuvent sortir, ils peuvent sortir. Si on dit, tu vas mettre tout le monde dans le quartier populaire dehors, il y a mettre dehors. Juste pour nous dire que, et les gens qui vivent dans le quartier populaire, ils ne passent sous volonté, mais ils font ça, chef zone n'a demandé pour faire. Ça fait mon papa courir dit que tout le monde est coupable, ça parle de pas parce que nous connaissons aussi les kidnappés moun c'est tous les kidnappés policiers, ils font la chanter ou bien ils font la dévaloriser la police là, mais est-ce que c'est moun qui veut dévaloriser, il y a encore qu'il fait passer là-dedans. Mais non, c'est pas moun qui veut, mais c'est sous moun sous pression qui est obligé obéir à ça, gang la mandé pour faire sinon la perdre la vie. C'est ça fait que mon papa dit que bien que je ne pas dit que moun yo pas bandit, mais je ne pas dire non plus tout yo bandit. C'est sa position. Maintenant, le fait que oui, allez-y, parce que nous allons conclure. Le fait que des gens nous considèrent comme civils dans la zone là. Maintenant, la police pas qu'à rentrer pour dire qu'il va tuer tout le monde. Ça prend un massacre et puis et droit de l'homme va le prendre en charge que il y a un massacre qui fait. Maintenant, et premier ça pour faire c'est rentrer dans la zone, faire une sorte de dissuasion, ok? Côté que, parce que depuis que gang il est en danger, c'est courir la courir. Maintenant, les gangs courir, tout le monde fait un côté, donc pas de possibilité pour regrouper, parce que chaque gang la force, c'est groupe là de force. Donc, normalement, les pas tout le monde en côté, donc gang là il vient perdre puissance. Mais le fait que tout le monde dispersé, mais à ce moment, la police a marché chercher chaque monde, arrêter yo, mettre en prison et juger correctement à la hauteur de leurs actes. C'est le premier bail. C'est une sorte de dissuasion, fait tout le monde courir et puis qu'on a la police à identifier parce que gang est très stéréotypé. Si on gang paraît là après son gang parce que est très stéréotypé et puis nous connaissons les caractéristiques déjà comment et puis cheveux et tout ça, tatouage et tout, donc paquet de qui identifié et même gang. Mais pas tout non, docteur pas tout non. Oui, pas toutes, mais il y a un pile qui entre dans les salons aussi, par exemple, il y a des policiers qui dans gang, je me connais que le gang, sauf que le Kebel. Parce que il pas dreadlock, j'en dis, il pas tatou sous lui, il pas zannou dans les oreilles, ni dans elle. Donc ça arrive. Ouais. C'est exactement ça, je me parle des organisations criminelles. C'est un bail qui est très complexe. Parfois, on ne peut pas manier comme ça. On ne peut pas vraiment manier. Gang, il est très complexe. C'est comme si c'était son iceberg. C'est-à-dire, si Soweya est plus que ça. C'est pas vrai. C'est-à-dire, n'est pas avec Zamio, cap campé devant la rue, il est plus que ça. Parce que tous les jours, je dis, c'est pas qu'on approche après 10 ans, mais à tourner encore, ça fait me parler d'approche éducative. L'approche éducative qui s'allie, c'est justement permettre que gang là, il n'y ait pas de jeune monde pour le recruter. Si tout le temps, gang là, jeune pour le recruter, mais a toujours puissant. Mais jeune ça aussi, ne pas prendre très tôt, mais demain, si gang là pour le recruter, et puis gang là toujours puissant. Donc, merci beaucoup, docteur, pour nous finir. Maintenant, oui. Oui, il me dit, pour nous finir, docteur. C'est dissuasion. Deuxièmement, c'est renforcer la justice, renforcer la police et puis renforcer l'institution de contrôle. Par exemple, la douane. C'est une institution vraiment intéressante dans le contrôle gang. Et puis, institution financière autour. Comment l'argent a retiré, comment l'argent a déposé. Donc, côté l'argent, ça a sorti. Donc, c'est vraiment contrôler l'institution renforcer l'institution de contrôle, renforcer la justice et aussi la police. Parce que c'est ça vraiment pour arriver et aboutir vraiment à un démantèlement total. Mais sinon, nous allons rentrer dans le quartier populaire, nous avons gommé arrondi, nous avons tué bandits, nous avons tué innocents et puis nous n'avons pas besoin vraiment une solution durable. Abdias Dol, psychologue avec qui on a adressé la problématique des gangs des rues. Merci docteur, merci de votre disponibilité et à une prochaine. C'est à moi de vous remercier, merci beaucoup et merci à tout le monde qui t'a écouté. C'est un plaisir pour nous là avec nous. Au revoir. Au revoir et bon week-end. Voilà, merci, madame, monsieur, le docteur Abdias Dol. Dans un instant, Wagens Jean-Louis et Farah Jean-Baptiste seront donc accueillis sur le plateau de la rubrique Le Point. On observe la pause et à tout à l'heure. Le Point est une courtoisie de la BNC, Unipièce et Lisa Loto. Bienvenue à la deuxième partie de la rubrique Le Point de ce vendredi. Wagens Jean-Louis de Golden Team et Farah Jean-Baptiste
qui s'apprête à représenter Haïti au grand concours international Eloquentia. Ce sera en France. Ils sont avec nous, je dirais, juste avant le voyage. D'abord, bonjour Farah. Bonjour Wendell. Bonjour Wagens. Bonjour Wendell. D'abord, la première question, est-ce que Farah Jean-Baptiste est prête pour participer à ce grand concours Eloquentia? Je dirais oui, psychologiquement, parce que j'ai déjà fait l'expérience à Eloquentia national, mais pour les autres démarches, j'attends la Golden Team ici que Eloquentia international, puisque ça ne dépend pas de moi personnellement. Je veux bien comprendre. Alors, Eloquentia, parlez-moi un petit peu de ce concours. De quoi s'agit-il exactement? Eloquentia, c'est un concours qui a commencé en France en 2012 par Stéphane de Freitas. Donc, c'est d'abord une association et ce concours a pour mission de travailler avec les jeunes sur la prise de parole en public, de développer sur le développement personnel et tout ça, la confiance en soi. Donc, depuis plus de 2 ans, Golden Team Haïti a essayé de rentrer en contact avec Eloquentia pour voir comment nous pouvons amener ce concours en Haïti. Et parce que Eloquentia travaille surtout dans les quartiers populaires en France. Et nous avons dit, bon voilà, pourquoi ne pas venir avec ce projet en Haïti? Et ça pourrait vraiment aider nos jeunes et tout ça. Et ça, vous avez essayé, vous avez tenté, et vous avez réussi? Oui, bien sûr. C'est surtout grâce au concours Antoine Dominique que Golden Team Haïti organise depuis plus de 4 ans. C'est un concours de prise de parole en public pour les interscolaires. Et voilà, on a dit, on va essayer de contacter Eloquentia et par email. Et une fois, on a vu que Eloquentia avait commenté et l'un de nos posts sur Instagram, on a dit, bon voilà, c'est possible. Et on a fini par rencontrer en visioconférence avec l'équipe de Eloquentia International. Ils ont apprécié le projet Antoine Dominique et ils ont accepté et que ce projet se fasse en Haïti. Alors, comment ça s'était passé pour Farah Jean-Baptiste? Farah, vous avez 22 ans? Oui. Vous avez 22 ans, vous êtes déjà à l'université? Oui, je suis étudiante à l'école de droit et des sciences économiques à Jacmel. Je suis étudiante en sciences juridiques, première année. Comment ça a été le concours? Quels ont été le niveau, je dirais, de vos adversaires immédiats, de vos compétiteurs immédiats? Mon parcours à Eloquentia n'a pas été facile, mais il a été extrêmement enrichissant parce qu'au départ, je ne savais pas vraiment ce qu'impliquait communiquer efficacement avec un auditoire. Maintenant, c'est plus pareil et puis j'ai pu rencontrer des gens formidables. J'ai beaucoup appris de mes pairs et voilà, j'ai eu la chance de mettre en pratique tout ce que j'ai appris durant le concours. Et bon, je vous ai posé la question au début, à savoir, est-ce que vous êtes prête? Vous avez dit oui. Est-ce que vous avez regardé aussi les finalistes des années précédentes? Parce que là, moi, j'ai fait un petit coup d'œil sur la prestation de vos prédécesseurs. Je vois que c'était vraiment impressionnant. Vous avez dû les regarder aussi, si je ne m'abuse. Et là, est-ce que vous vous sentez en mesure de les dépasser? C'est ce que je fais presque chaque jour depuis Eloquentia Jacmel. Je n'arrête pas de regarder mes prédécesseurs pour apprendre parce que je voulais voir vraiment l'idée de la compétition afin de me préparer davantage parce que l'idée, c'est vraiment dépasser mes prédécesseurs. Pourquoi ce sont des jeunes femmes, Wagens Jean-Louis, pourquoi ce sont toujours des jeunes femmes que je vois? Les hommes ne participent pas? Bien sûr, les hommes participent. Par exemple, à la finale de cette année, il y avait un garçon et une fille, mais c'est la fille qui a remporté cette année. Et non, alors là, c'est Eloquentia national. Oui, c'est international. Non, je vais parler pour l'international. Pour l'international aussi. Exactement, exactement. Il y a toujours des hommes et pour la première édition, c'était un homme qui a gagné. Et ensuite, il y a un film que Kerry James a fait, c'est Banlieusard. Et l'acteur de Banlieusard, c'était un champion de Eloquentia en France. Et donc cette fois-ci, les femmes ont remporté les premières étapes. Hein? Oui. Et en Haïti, c'est pareil. Et à entendre
Farah parlé, elle est bien disposée à affronter les autres femmes venues des autres pays. Pas seulement les autres femmes. Il y aura des hommes aussi. Il y aura des hommes aussi. Ils viennent de combien de pays? Il y a 36 régions francophones, surtout toute l'Île-de-France et les départements d'outre-mer aussi. Il y a des Africains, des Canadiens et tout, et aussi Haïti. Et aussi, il faut dire que Haïti est le premier pays de la Caraïbe à accueillir ce projet. Disons, c'est considéré comme le plus grand concours de prise de parole en public du monde, de prise de parole en public francophone. Et c'est aussi une fierté pour nous de représenter ce projet en premier en Haïti, dans les Caraïbes. En termes de support, vous avez besoin de quoi? Bon, pour le moment, nous avons besoin surtout de soutien pour les déplacements locaux. Je vais parler de Jacmel à Port-au-Prince, parce que là, pour le déplacement international, il y a déjà l'ambassade de France en Haïti, l'Institut français qui prend en charge les billets et de déplacement, et aussi Eloquentia prend déjà en charge l'hébergement. Mais et pour le déplacement en Haïti, on n'a pas encore de soutien pour les déplacements. Et pour arriver à Port-au-Prince, on a fait quoi? On a pris l'avion ou bien En fait, personnellement, pour la sécurité des gens qui font ce trajet, je ne voulais pas en parler de ça parce que c'est un trajet très difficile qu'on a fait. Dois-je comprendre que vous avez pris la route quand même? Mais... Ah ouais. Vous êtes passé par Martissan ou par la route de Seguin? Bon, voilà, et en fait, nous ne voulions pas dire... Oui, parce que normalement, on a fait 6 heures de route, mais comme a dit Farah, et on avait décidé, bon, pour la sécurité des personnes qui passent par cette route, parce que c'est une route qui est plus ou moins sécurisée pour l'instant, même si c'est difficile, à 6 heures de temps, et ensuite, il y a une étape... Vous l'avez fait en 4x4 ou bien à moto? À moto. 6 heures à moto? Oui, parce que 6 heures de temps à moto. Un vrai parcours de combattant. Il y a 30 minutes de marche quand même, parce qu'il y a des endroits dont on ne peut pas passer avec la moto. Donc on fait près de 30 minutes de marche et tout ça. Mais quand même, c'est plus sécurisé. OK, mais en termes de trajet, c'est fatigant. Alors, qu'est-ce que Farah promet à Haïti? Et déjà, représenter Haïti dans un concours de prise de parole qui réunit 36 régions francophones est une immense fierté pour moi et un honneur parce que c'est pour la première fois que Haïti va participer à un concours pareil. Donc, je souhaite inspirer des jeunes de mon pays à croire en leurs rêves, à poursuivre leurs objectifs et à avoir confiance en eux-mêmes pour ne pas lâcher prise malgré la crise sociopolitique du pays. Mais on n'a pas parlé du concours en tant que tel. Qu'est-ce que vous aurez à faire? Ce ne sera pas une rencontre sportive, ce sera... je dirais, une intervention intellectuelle, je dirais. En quoi consiste ce concours à proprement parler? Qu'est-ce que vous allez faire? Déjà, c'est un concours de prise de parole. Il y a des sujets à disposition, mais on aura des thèses à défendre. Soit on pourrait défendre la thèse positive ou négative. Par exemple, on peut avoir des sujets comme « Sommes-nous le fruit de nos échecs ?» Il y aura la négative et puis le positif. Voilà, il se peut que j'ai la position négative. C'est comme ça. Et puis, donc il faut argumenter. Il faut argumenter, bien sûr. Et il faut dire aussi que toute forme de prise de parole en public est autorisée à ce concours. C'est ce qui fait son originalité. Par exemple, on peut décider de porter son discours soit en slam, soit en plaidoirie, soit en théâtre, en sketch. Toutes les formes de prise de parole sont autorisées. C'est surtout pour... Mais, vous êtes en train de me dire qu'on va improviser ou bien... on prépare... On prépare le discours, mais sur scène, vous pouvez choisir de porter votre message ou le discours par le style que vous voulez. Par exemple, le style qu'on maîtrise exactement. le mieux. Je peux porter mon discours en slam, je peux porter mon discours en plaidoirie et autres. Moi-même, personnellement, j'ai adopté le style théâtral parce que dès mon plus jeune âge, je faisais du théâtre. Voilà. J'ai même eu l'occasion de participer à la 14e édition du Festival de théâtre 4 Chemins. Je crois que j'avais 16 ans. C'est pour ça que je souhaite également faire des études en théâtre et puis je suis intéressée par l'oratoire. Très bien. Donc, rien ne vous surprendra à ce concours? Non. Non. Parce que psychologiquement, je suis prête.
je suis prête. Et puis, c'est pas nouveau pour moi parce que à Golden Team, ils ont suivi le format d'Eloquentia International. Parce que, par exemple, pour les quarts de finale, on aura les sujets et 2 semaines à l'avance. Et puis, pour les demi-finales, on n'aura que 36 heures pour préparer les discours et puis les mémoriser, tout ça. Voilà, déjà, c'est pas nouveau pour moi. C'est pas nouveau. Très bien. Là, ai-je le droit de demander aux Haïtiens de vous supporter à distance ou d'une manière ou d'une autre, même ceux qui sont sur place? Oui, vous avez le droit. Et là, on va compter sur Farah Jean-Baptiste qui va représenter Haïti à ce grand concours Eloquentia. À ce concours d'éloquence, je dirais, je peux dire ça. Bon, il préfère qu'on dise prise de parole en public, et parce que il pense que normalement c'est plus large que l'éloquence. Très bien, très bien. Alors j'ai vu la prestation, comme je l'ai dit, de 2 finalistes déjà. Ouais. Je vois qu'il y a en face c'est un grand public. C'est un grand public de cette année pour la finale. Il y avait 15 000 personnes. 15 000 personnes. Oui. La finale, parce que voilà, il y a les candidats qui viennent de partout. Là, nous allons suivre aussi une formation, parce que d'abord, il y aura le campus d'été, donc il va y avoir les formations pour Farah et aussi pour les bénévoles, parce que moi, je suis aussi le président de Eloquentia Haïti, donc il va y avoir des formations, et ensuite, les quarts de finale qui vont se faire à huis clos. Mais pour la phase finale, il va y avoir une salle remplie de 15 000 personnes. C'est quoi le rêve de Farah? C'est quoi votre rêve le plus cher? Devenir avocate? Non, en fait, écoutez, vous étudiez la science juridique. Oui, je suis en sciences juridiques, mais je suis vraiment intéressée par les métiers qui ont un rapport avec les sciences humaines et sociales. Ben voilà, après Eloquentia, je souhaite devenir une très bonne oratrice et puis m'investir pleinement dans des activités socio-culturelles. Vous souhaitez faire de la radio aussi? De la radio, de la télé? Oui, l'avenir dira le reste. L'avenir dira le reste. Je ne sais pas dans quel sens les choses ont évolué, parce que, bon, quand même, j'étais moi aussi à l'école de droit de Jacmel pendant un certain temps. Et, alors, dites-moi, Farah, vous avez fait vos études classiques à quelle école à Jacmel? Je viens de Jacmel, mais j'ai grandi à Port-au-Prince. J'ai dû laisser Jacmel à 8 ans en 2010 après le séisme. J'ai fait mes études primaires à école communautaire Cœur Haïti à Carrefourfeuille et mes études secondaires à Collège évangélique Le Grand qui se trouve aussi à rue Amiral numéro 5 Carrefourfeuille. Je vous souhaite bonne chance et comme j'ai dit, j'invite les ressortissants haïtiens qui sont en France à suivre, à venir vous encourager aussi, vous apporter des fleurs à l'occasion de ce concours. Et ce sera un immense plaisir pour moi. Vous avez un dernier mot? Mon dernier mot, ce sera pour la jeunesse haïtienne. J'aimerais leur dire de ne pas lâcher prise et puis de croire en leurs objectifs ainsi que leurs rêves. Un dernier mot, Wagens, Jean-Louis? Normalement, j'aimerais que ça améliore dans le pays parce que j'aimerais que tous les jeunes de ce pays puissent bénéficier de Eloquentia et pas seulement à Jacmel. Normalement, on devait commencer à Port-au-Prince, mais par rapport à la situation actuelle, on est obligé de commencer à Jacmel. Et aussi, c'est une fierté quand même de voir que Eloquentia commence à Jacmel, mais j'aimerais vraiment que ça, c'est pas, disons, se constitue ou se réalise dans tous les autres départements. Et aussi, donc, je voudrais faire la demande à ceux qui veulent nous supporter, surtout pour le déplacement et pour aller représenter Haïti, surtout ici en Haïti pour les billets d'avion. Donc, ce serait vraiment un plaisir pour nous de recevoir ce soutien. Et ils peuvent aussi contacter M. Handel s'ils le veulent. Je ne sais pas si je peux donner le numéro de téléphone. Mon numéro? Non, le mien. Ah, donc, le vôtre, oui. C'est le 31 71 41 14
31 71 41 14, c'est Wagens, le coordonnateur de Golden Team Haïti. Donc, ce serait vraiment un plaisir. Donc vous souhaiteriez obtenir des billets d'avion? Il y a local de Jacmel à Port-au-Prince parce que c'est vraiment fatigant. Pour moi, c'est peut-être possible, mais voir notre lauréate, notre future championne et faire ce chemin, à moto, c'est risqué. Oui, c'est risqué. Bon, je pense qu'au moins la compagnie Sunrise aurait pu faire ça facilement. On a contacté Sunrise, mais ils n'ont pas répondu positif. Ils n'ont pas répondu. Bon. Et je voudrais aussi saluer nos supporters, parce que c'est grâce à l'Alliance française de Jacmel qu'on a pu réaliser ce projet en partenariat avec l'Institut français, l'ambassade de France en Haïti et aussi Atlantis Travel Service et tous nos autres partenaires, les médias et tout ça. Et encore, merci Wendell. Merci. Alors, il y a l'ingénieur Gérard Jean-Baptiste qui est lui-même Toastmaster. Et il dit, écoutez Farah avec un très grand plaisir et que je dois lui présenter ses compliments. Et il a ajouté qu'il voudrait même apporter sa participation. Donc je vous mettrai en contact avec lui. C'est bien, merci. Après l'émission. Je suis également le responsable de communication du club Toastmaster de Jacmel parce que je suis aussi Toastmaster. Très bien. Donc on peut prendre contact. Voilà. Bonne chance Farah, merci Wagens, on se reparlera bientôt, on en reparlera bientôt. Merci de participer à cette édition de la rubrique Le Point de Métropole. Voilà qui met un terme à cette émission. Madame, Monsieur, merci de l'avoir suivi. Passez une bonne journée, un bon week-end avec Métropole et à la semaine prochaine. Quand les nouvelles s'affolent, Métropole fait le point. Le point tous les matins, simultanément sur Radio et Télémétropole. Le Point est une courtoisie de la BNC, Unipièce et Lisa Lotto.